Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Je traverse la rue, j'en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. C'est l'expression, je pense, d'un état d'esprit qui est propre à une oligarchie qui est aujourd'hui très bien représentée au gouvernement. Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Oui, j'ai été à l'école privée. Je n'ai pas à renier ou à m'excuser pour ce choix qu'ont fait mes parents à l'époque. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Il faut inciter les Français à travailler plus longtemps. La seule chose dont j'ai jamais hérité de ma famille, c'est l'amour du travail bien fait. C'est le goût de l'effort. C'est la passion du mérite. Cela s'accompagne d'un certain mépris pour les perdants, pour les losers. Et donc, quand je parlais d'inconscient de classe, je le ramène en fait à cette idée selon laquelle les perdants méritent leur sort. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre. Le néolibéralisme n'est pas un libéralisme politique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On le voit tous les jours parce qu'on voit partout s'associer la politique pro-marché et en même temps des politiques liberticides. Alors je suis Christian Laval. Je suis sociologue, j'ai pas mal travaillé sur les questions, disons, politiques autour de l'utilitarisme, du néolibéralisme, et en même temps, j'ai travaillé dans la direction d'une alternative autour du commun. Le macronisme se présente de plus en plus ouvertement comme un courant politique et comme un gouvernement ou une forme de gouvernementalité, comme aurait dit Foucault, qui est de plus en plus orienté contre les pauvres, contre les gens qui sont de peu, des gens de rien, comme dirait Macron. Autrement dit, s'affiche de façon très manifeste, et je dirais presque de façon cynique, un mépris de classe qui prend des formes assez surprenante. C'est-à-dire qu'au fond, on a l'impression qu'il y a chez Macron, mais aussi dans son gouvernement, un inconscient de classe qui s'exprime à ciel ouvert. On a eu l'épisode, par exemple, d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre éphémère de l'Éducation, qui n'a pas hésité à témoigner de son mépris pour les enseignants, pour l'école publique en général. Donc ça, c'est l'expression, je pense, d'un état d'esprit qui est propre à une oligarchie qui est aujourd'hui très bien représentée au gouvernement. On pourrait dire aussi, en évoquant la sociologie de Bourdieu, qu'on a affaire à un gouvernement d'héritiers. C'est-à-dire de gens qui ont eu tous les atouts dans la vie, ou pratiquement tous les atouts, qu'ils soient financiers, scolaires, culturels, etc., et qui ignorent très profondément la façon de vivre des gens modestes, des classes populaires, et qui donc affichent justement ce mépris. Ça, évidemment, rend compte aussi d'une idéologie plus profonde, à savoir celle d'une espèce d'aristocratie qui pense que ceux qui sont arrivés au pouvoir, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont la culture, l'ont eu grâce à leur seul mérite. C'est donc une idéologie très connue, celle de la méritocratie, mais qui est plutôt une héritocratie, comme on dit maintenant en sociologie, selon un terme à mon avis très exact. C'est-à-dire que ce sont des héritiers
qui pensent qu'ils doivent leur position à leur seul mérite et qui, par là, ignorent fondamentalement les conditions même de leur position sociale. Alors ça va, à mon avis, dans le sens d'une représentation d'une société très inégalitaire, très hiérarchique. Une des expressions qui était quand même extrêmement symptomatique et qu'il faut prendre très au sérieux, c'est celle des premiers de cordée. C'est-à-dire qu'au fond, dans cette représentation de la société, il y a ceux qui ont toute la légitimité de commandement, qui peuvent diriger, qui peuvent donc imposer, qui peuvent réclamer l'obéissance et qui méritent surtout leurs revenus, qui méritent leur pouvoir, et qui finalement, par un effet de ruissellement, un ruissellement qui n'est d'ailleurs pas seulement économique ou financier, un ruissellement général, qui d'une certaine façon font profiter à toute la société leur capacité, leur compétence, leur excellence. Hein. Et ça se retrouve dans tous les domaines, évidemment dans le domaine économique, puisqu'il s'agit quand même de favoriser essentiellement les plus riches. La suppression de l'impôt sur la fortune et son remplacement par un impôt sur la fortune immobilière était quand même assez symptomatique, mais il y a toute une série de mesures qui vont dans le même sens. La dernière mesure, par exemple annoncée par Attal, qui consiste par exemple à introduire dans la loi SRU le logement intermédiaire, celui des cadres, essentiellement des cadres du privé qui peuvent payer des loyers importants, est assez symptomatique de mesures qui vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire favoriser les classes supérieures. Alors, une petite parenthèse, on parle souvent par euphémisme de classe moyenne. On dit qu'on va favoriser les classes moyennes. En réalité, il y a toute une série de mesures qui favorisent très nettement les catégories supérieures. En particulier, et je pense à cette mesure qui a consisté à supprimer la taxe d'habitation. Non pas seulement sur les plus démunis, sur les faibles revenus, mais pour tout le monde, y compris les plus riches, y compris ceux qui habitent les centres-villes. Voilà typiquement une mesure qui va dans cette direction-là. Ne parlons pas de la baisse des impôts sur les dividendes, sur les entreprises, sur les bénéfices d'entreprises. Ça va là aussi tout à fait dans le même sens. Comment légitimer, par exemple, le fait qu'on favorise l'école privée, et l'école privée super élitiste, sinon en prétendant que finalement cette élite que l'on est en train de former à grand prix, à coût élevé pour les finances publiques, finalement cette formation va bénéficier à tous. Donc on a affaire à cette idéologie qui peut être affinée, c'est-à-dire que le gouvernement Macron a une idéologie qui est celle de l'émancipation. Le mot émancipation revenait, en tout cas en 2017, très fréquemment. Il a été un peu abandonné aujourd'hui au profit de l'autorité. Mais parlons de l'émancipation telle qu'elle est vue par le macronisme. L'émancipation, c'est d'abord une émancipation seulement individuelle et qui, en fait, correspond à la compétition. On s'émancipe quand on entre dans la compétition et quand on manifeste toutes ses capacités, toute sa potentialité. C'est-à-dire qu'au fond, on nie par là toutes les dimensions sociales, ou toutes les dimensions sociologiques, finalement, qui déterminent très largement les carrières sociales, les trajectoires sociales, les positions sociales. Donc, on a affaire à ce que j'appelle un potentialisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, au fond, on s'appuie essentiellement sur l'idée que chaque individu a des potentialités et qu'il s'agit, au fond, de développer les potentialités de chacun. Sur la question des pauvres, pour y revenir, c'est le revers. Puisqu'il s'agit de favoriser essentiellement les hauts potentiels qui, par effet de ruissellement, feront bénéficier à toute la collectivité leurs excellences, et cela s'accompagne d'un certain mépris pour les perdants, pour les losers. Et donc, quand je parlais d'inconscient de classe, je le ramène en fait à cette idée selon laquelle les perdants méritent leur sort.
ils n'ont pas le potentiel ou ils n'ont pas fait les efforts pour le développer, ils ne se sont pas émancipés de leur situation originelle et donc ils ne méritent pas d'être assistés ou ne méritent pas d'être, de bénéficier de ce qu'un jour Macron a appelé le pognon de dingue. Expression aussi qui est tout à fait symptomatique d'une idée selon laquelle l'assistance sociale est en soi mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait, on interprète la solidarité comme une assistance illégitime à des gens qui ne méritent fondamentalement pas d'être aidés parce qu'ils n'ont pas déployé les efforts suffisants. Alors je crois que l'erreur serait de penser que Macron ou le macronisme serait d'une très grande originalité. L'histoire dans laquelle ils s'inscrivent, c'est une histoire très longue, c'est l'histoire qu'on pourrait dire l'histoire du mouvement néolibéral. Je reprends cette expression d'un célèbre auteur, Hayek, certain Hayek, Frédéric Hayek, qui est en fait un des représentants majeurs de ce néolibéralisme. On peut retrouver dans les discours, mais aussi dans les mesures, quelque chose de très peu original, qui est la représentation d'une société, la représentation d'un individu, la représentation de relations sociales qui relèvent de la concurrence et de l'entreprise. Le néolibéralisme, en fait, a une longue histoire depuis les années 30, même depuis les années 20, depuis les années 30, une longue histoire, et elle consiste, cette histoire, dans une révision du libéralisme classique du 19e siècle. En gros, pour aller vite, ce qui se passe dans les années 20 et 30, c'est l'idée selon laquelle le marché relève d'un interventionnisme gouvernemental, réclame, en tout cas, du pouvoir politique, à la fois une intervention et un entretien régulier. Le marché suppose des règles juridiques et un entretien politique, en quelque sorte. Donc, le mouvement néolibéral, qui s'est déployé après-guerre, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, a eu comme ambition, finalement, de relever le libéralisme de la crise des années 30, de la déconsidération dans laquelle il était emporté, de relever aussi le défi du keynésianisme, pour finalement imposer l'idée selon laquelle l'État devait être le promoteur principal du marché. D'où le fait qu'avec le néolibéralisme, l'opposition trop simple entre marché et État ne fonctionne pas. Et d'où le fait aussi que les hauts fonctionnaires, et on en a beaucoup justement au gouvernement, les hauts fonctionnaires, finalement, se sont trouvés très bien placés pour imposer, dans les faits, et depuis 30 ou 40 ans, cette représentation de la société comme avant tout organisé comme un marché, c'est-à-dire selon les principes normatifs de la concurrence. Et avec également cette vision qu'il ne faut jamais oublier, qui est celle de l'homme, de l'individu, comme une entreprise. Dans le néolibéralisme, il y a quelque chose qui relève en quelque sorte d'une anthropologie fondamentale. L'individu, ce n'est pas seulement l'homme économique à l'ancienne, c'est plus précisément un individu qui est gestionnaire de lui-même, d'où le fait qu'il doit être considéré comme responsable, intégralement responsable des résultats de son action et de sa vie. En réalité, le néolibéralisme, c'est-à-dire l'instauration d'un ordre de marché, d'une société comme marché, suppose une certaine violence, alors beaucoup plus marquée dans un certain nombre de pays ou dans un certain nombre d'occasions historiques, qui passe par la mobilisation, y compris de l'armée ou de la police, en tout cas qui suppose un affrontement avec tous ceux qui s'opposent à la mise en place d'une telle société. La première violence, c'est évidemment celle qui s'est exercée
contre les partis de gauche. Je pense par exemple évidemment aux coups d'État qui ont eu lieu en Amérique latine et qui ont permis justement en Argentine ou au Chili ou au Brésil la mise en place justement d'un tel ordre de marché. Mais je pense aussi à la violence qui s'est exercée, et depuis très longtemps, contre le mouvement ouvrier, la criminalisation des organisations syndicales, par exemple, en Angleterre, sous Thatcher, était tout à fait symptomatique. Alors, ça a pris du temps selon les pays, mais on voit que progressivement, cette criminalisation du conflit social et de la contestation s'est étendue progressivement à tous les pays qui voulaient mettre en place justement un tel ordre de société. Donc, le néolibéralisme n'est pas nouveau, ne manifeste pas une grande nouveauté aujourd'hui par l'exercice de la violence. On pourrait dire plutôt que c'est le contraire, c'est-à-dire que de façon très, très nette, dans les années 20 et dans les années 30, les néolibéraux, en particulier en Autriche, saluent de façon très ouverte les coups de force fascistes, en ce sens qu'ils sauvent, disent-ils, je pense à Mises par exemple, ils sauvent la civilisation occidentale et ils sauvent en particulier la propriété privée et le marché des menaces qu'exercent à l'époque la social-démocratie et le communisme. Il y a là un rapport, je dirais, assez étrange entre des néolibéraux qui se revendiquent du libéralisme et le fascisme, mais le fascisme est ici considéré comme une sauvegarde, quelque chose sans doute de malheureux, de bien triste, mais quelque chose de nécessaire pour défendre le marché. Et on voit ça encore chez Hayek, lorsqu'il salue le coup d'État de Pinochet. Pas seulement Hayek d'ailleurs, l'ensemble des néolibéraux ont approuvé le coup d'État de Pinochet contre Allende. Pourquoi ? Parce que pour eux, mieux vaut une société de marché privée de liberté politique qu'une société dans laquelle il y aurait instauration d'une véritable démocratie, une démocratie sociale qui les horrifie, et une remise en cause, justement, des principes du marché. Mieux vaut, finalement, un marché le plus pur possible, sans liberté politique, qu'une démocratie qui mettrait en cause, justement, le fonctionnement, selon eux, absolument normal et nécessaire du marché. Donc, le néolibéralisme n'est pas un libéralisme politique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on le voit tous les jours parce qu'on voit partout s'associer la politique pro-marché et en même temps des politiques liberticides. C'est quelque chose qui va de pair. Et de certaine façon, dès le départ, le néolibéralisme a été un Janus. C'est-à-dire que d'un côté, il pouvait bien se présenter comme pouvait bien présenter une face moderniste, une face progressive, si je puis dire, c'est-à-dire une remise en cause de certains acquis, de certaines traditions, etc. Donc, il pouvait se présenter comme la pointe avancée de la modernisation des sociétés. Mais de l'autre côté, on a toujours vu chez les néolibéraux, qu'ils soient doctrinaires ou qu'ils soient gouvernementaux, on a toujours vu apparaître une autre phase beaucoup plus traditionnaliste, beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus réactionnaire. Pourquoi ? On trouve cette idée selon laquelle une société de marché ne va pas sans un gouvernement fort, sans une domination d'un État qui est capable de faire respecter les principes de base qui sont la propriété privée et la concurrence. Alors, tout ça pour revenir peut-être au propos initial, c'est-à-dire comment expliquer que des gouvernements néolibéraux aient, d'une certaine façon, une phobie des masses ou du peuple. Nous avons parlé dans un livre collectif que nous avons fait, qui s'appelle « Le choix de la guerre civile », de démophobie.
La démophobie, c'est quoi? C'est finalement, chez les néolibéraux, la peur des masses. Pourquoi? Bien, les masses sont porteuses d'ignorance et de dévoiement de l'ordre de marché. Ce sont des masses ignorantes parce qu'elles ne savent pas que la prospérité tient au respect absolu des règles de marché. Les masses veulent, d'après les néolibéraux, finalement, de l'égalité ou de la justice sociale à bon compte, sans se rendre compte que la redistribution ou des mesures d'égalisation pourraient leur nuire à elles-mêmes. Donc, d'une certaine façon, il faut gouverner contre les masses. Ceci signifie aussi qu'on va développer forcément un discours extrêmement négatif sur les masses ou le peuple. Le discours critique ou négatif à l'égard des masses s'articule à une conception de la démocratie très particulière. La démocratie, finalement, pour les néolibéraux, c'est un régime qui doit se contenter de sélectionner les meilleurs. C'est un processus de sélection des gens les plus capables. Ce n'est surtout pas l'exercice d'une souveraineté populaire, parce que la souveraineté populaire en elle-même engendre un État social, un État totalitaire. La démocratie, conçue comme suffrage universel, est porteuse de dangers qu'il faut compenser par, justement, toute une série de dispositifs institutionnels qui empêcheront les masses de pouvoir régler d'une certaine façon, ou pouvoir réguler l'économie.